Mesdames et Messieurs les ministres, et en disant cela, j'en salue plusieurs qui sont nombreux et qui nous font l'amitié d'être présents. Mesdames et Messieurs les présidents, Mesdames et Messieurs les directeurs, Mesdames et Messieurs amis de l'HAD et de la FNEAD, Mesdames et Messieurs les professionnels des HAD, les HADiens et les HADiennes. Ça m'est venu hier. Tous fidèles ou nouveaux participants à cette journée nationale de la FNEAD, partenaires et professionnels de l'HAD, et avaient distrait quelques heures à votre agenda pour assister à cette manifestation, contribuant cette année encore à son succès. Je renouvelle mes remerciements formulés en ouverture de cet après-midi. Votre présence est non seulement une marque d'intérêt vis-à-vis de notre activité, mais surtout la manifestation d'un soutien à cette juste cause qu'est le développement de l'hospitalisation à domicile. Et puis je veux adresser une mention spéciale à nos orateurs et animateurs qui ont relevé le gant de décliner par leurs interventions l'accroche de cette réunion au secours l'IA. Vous avez compris que l'essentiel était dans le point d'exclamation. Je sais que ce thème de l'intelligence artificielle est devenu central dans bien des colloques et réunions professionnelles, mais nous avons voulu l'aborder de façon accessible, avec des prismes différents qui ne se résument pas à « c'est génial » ou « c'est effrayant ». D'ailleurs, j'ai plutôt eu l'impression cet après-midi que c'était génial. À l'instar des révolutions industrielles que le monde a connues à la fin du XIXe siècle ou de l'arrivée de l'Internet il y a 30 ans, oui, cette innovation bouleverse notre façon d'agir et nos modes de travail et peut-être demain nos vies. Mais si l'homme s'en approprie les immenses possibilités, l'humanité peut en sortir plus forte, plus intelligente. Merci à nos experts et intervenants d'avoir contribué à lever les peurs et à soulever l'espoir, même si, comme toujours en France, et peut-être encore plus en cette période d'incertitude, l'impulsion et l'appropriation politique sont essentielles. Quant au domaine de la santé, je pense et je l'espère que l'usage de l'IA rangera rapidement dans une boîte aux souvenirs vide poussiéreuse les multiples exemples de notre incapacité à nous transformer, que je vais m'employer dans mon propos à rappeler pour demain mieux les oublier, car nous en aurons en main les solutions. Je dis souvent, et le mot a été employé, que nous sommes, nous, les HADiens et les HADiennes, des êtres hybrides, que notre appartenance au domaine hospitalier et notre exercice en ambulatoire nous confèrent une originalité dont nous avons su faire une force. Cette spécificité alliée à une longue invisibilité nous a obligés à sortir de notre zone de confort, nous a ouvert à ces deux mondes de l'hôpital et du domicile avec lesquels nous interagissons quotidiennement, nous fait appréhender la complexité, souvent subie, du fonctionnement de nos partenaires et mesurer l'intensité des interrogations qui traversent les différents secteurs des soins. Ne pas appartenir à l'hôpital et être un ovni en médecine de ville ne nous a pas toujours rendu la tâche facile, mais se battre pour être reconnu est un puissant moteur pour trouver sa place et prouver son utilité. Et cela ne rend que plus solides les résultats obtenus, plus précieux les soutiens qui les ont permis, et permettez-moi de le dire, fortes les amitiés qui se sont nouées. Oui, je crois pouvoir dire que l'HAD est un bon exemple de ce que devrait être notre système de soins, centré sur le patient, agile dans son organisation, curieuse de l'innovation, soucieuse de son environnement. Si certains trouvent ce tableau peu modeste, il n'en demeure pas moins exact. Nos interventions au domicile ne présentent-elles pas le double avantage d'entendre la demande de nos concitoyens d'être soignés chez eux et de concourir à l'efficience du système de soins? Mais si nous voulons collectivement satisfaire à cette ambition de performance, il nous faut davantage rechercher la pertinence de nos actes et de nos prescriptions, et surtout nous pénétrer de l'idée que notre système de protection sociale est un bien commun qui impose à chacun de peser sa responsabilité dans l'usage qu'il en fait. Les établissements d'HAD ont su se transformer. Ils ont adapté leurs organisations et créé de nouvelles fonctions. Ils se sont appropriés les techniques du marketing et du développement,
ont intégré dans leurs pratiques les outils du numérique, multiplié les partenariats, exploré de nouveaux champs d'activité, reculant toujours plus les frontières du possible au domicile. Des HAD se sont regroupés pour offrir une palette de compétences plus importante et sécuriser leur organisation. Des associations publiques-privées sont nées. En 20 ans, nous avons multiplié par 5,5 le nombre de nos journées et nous prenons en charge près de 200 000 patients quand ils étaient 35 000 en 2005. Tous les départements et territoires français sont couverts par l'hospitalisation à domicile, y compris les terres ultramarines. Et j'ai ce plaisir à saluer la présence du dernier né des HAD en Polynésie. Qui plus est, situation trop méconnue, l'HAD est le premier acteur de soins palliatifs. Madame la ministre, mesdames et messieurs les élus, cessez de dire que 20 départements n'ont pas accès aux soins palliatifs. Ne rajoutons pas une pièce dans l'urne du misérabilisme ambiant. Oui, 20 départements n'ont pas d'USP et il est impératif qu'elle soit créée. Mais pour autant, les patients en fin de vie de la Lozère, de la Creuse, quand ils sont à leur domicile, ne meurent pas souffrants et abandonnés de tout soignant. Ils sont ou peuvent être accompagnés par des HAD, souvent en coopération étroite avec les soignants libéraux du patient. Vous me permettrez, chers amis, de profiter de cette tribune pour élargir mes réflexions au-delà de l'HAD. L'an passé, je déplorais le court-termisme des décisions, la tétanie collective face aux innovations, l'aveuglement au vu des murs démographiques et financiers qui se dressent devant nous. La situation a-t-elle changé? Oui, elle est pire. Et je m'explique. Comment comprendre les annonces de ce qui est présenté comme la transformation de l'organisation de notre système de soins sans que les sujets n'aient fait l'objet de concertation, voire d'informations préalables? Je ne m'attarderai pas sur l'émergence du concept France Santé et surtout sur l'annonce de l'inclusion des CPTS dans ce dispositif bulleux. Des organisations plus averties que la FNEAD l'ont fait et il ne nous appartient pas d'analyser les forces et les faiblesses de ces jeunes organisations. Je me sens néanmoins un peu solidaire, car si je fais le parallèle avec ce qu'étaient les HAD à la fin des années 60, une dizaine d'années après leur émergence, il est sûr que le concept de l'hospitalisation à domicile aurait été rayé d'un trait de plume et nous ne serions pas réunis ici ce jour. Quelques jours après cette annonce sur les CPTS, ce sont les ARS qui font les frais de l'opération de Chamboultou. Ces agences, qui sont pour nous des interlocuteurs essentiels, devraient voir leurs attributions dévolues pour les unes aux préfets et pour les autres aux départements. Mais qui a fait des ARS des mastodontes administratifs? Qui a fait le choix de réunir en d'immenses régions le territoire des anciennes ARS, les éloignant géographiquement et opérationnellement un peu plus du terrain, là où, au contraire, il fallait renforcer les délégations départementales? Pourquoi sont-elles noyées sous de multiples textes dont le sens parfois leur échappe? Qui nomme les directeurs généraux des ARS? Ma génération n'a pas oublié le temps où les DRAS et les DAS étaient sous tutelle des préfets. J'en ai gardé des souvenirs cuisants. Le Premier ministre veut confier aux départements les soins de proximité, la totalité du maintien à domicile de nos anciens, et en faire, aux côtés des préfets, les copilotes de France Santé, voire leur transférer la gestion du bâti des hôpitaux de proximité. Sommes-nous si persuadés que tout fonctionne bien au sein des départements, dans les domaines de compétences qui sont aujourd'hui les leurs, tels que la protection de l'enfance, pour que leur soit dévolu un sujet aussi complexe que celui de la santé? Le Premier ministre sait-il que les interférences entre les acteurs du premier recours et les autres acteurs ne s'arrêtent pas aux frontières des départements? Car nous ne sommes plus, heureusement, à l'heure où les divisions administratives étaient établies selon le temps nécessaire à un cheval pour effectuer une certaine distance. Madame la ministre, même s'il ne reste que 18 mois avant les présidentielles, il reste quand même 18 mois et il faut tout faire pour qu'il soit utile. Dites au Premier ministre qu'il faut changer de méthode et rétablir la confiance avec les acteurs de santé et pour cela renouer avec le dialogue. Vous me permettrez de dire un petit peu moins de temps à l'Assemblée nationale et un peu plus avec les corps intermédiaires. Nous vous savons, vous, adeptes d'une politique qui associe et unit, et donc d'une politique qui impose et divise. Prenons le temps, avec vous, d'en bâtir les fondations.
Vous me trouvez sans doute, et votre silence me l'indique, un peu sévère vis-à-vis du gouvernement. Mais je suis aussi consciente de nos faiblesses, à nous, représentants du monde de la santé. Ne devons-nous pas nous poser la question si ces décisions ne sont pas facilitées par nos divisions et notre incapacité à bâtir ensemble un partenariat utile et fécond? Faut-il s'étonner que le pouvoir central fasse sienne la maxime « diviser pour régner ». Comment se fait-il que depuis des décennies, nous en soyons encore et toujours à explorer la dichotomie entre sanitaire et médico-social, entre public et privé, entre médecine hospitalière et pratique ambulatoire, sans véritablement agir pour réduire les frontières? Et si nous arrêtions de penser que l'herbe est plus verte chez le voisin et que pour s'affirmer, il est nécessaire d'aller s'approprier une part des tâches qui sont les siennes ou pour se défausser de ses responsabilités? Pensons-nous raisonnablement que c'est au domaine hospitalier, fût-il de proximité, de faire de la prévention primaire? Être partenaire, c'est travailler ensemble pour qu'à chaque étape du parcours de patient, la solution la plus efficiente soit trouvée, ce qui signifie la plus efficace rapportée aux moyens engagés. Mais à contrario, la pratique du premier recours ne doit-elle pas de se prendre en main pour offrir à la population une permanence des soins de premier niveau et éviter les transferts de plus en plus massifs vers les urgences hospitalières? Cela devrait être d'ailleurs le premier objectif des CPTS, si elles demeurent. C'est au nom de ces mêmes principes de subsidiarité et d'efficacité que la FNEAD s'emploie à inscrire les activités d'HAD véritablement dans le champ des soins hospitaliers et pas seulement dans le périmètre des soins réalisables par les seuls professionnels de ville. Je crois pouvoir dire que collectivement, nous y sommes globalement arrivés. Mais pour autant, cela n'exonère pas les HAD de poursuivre leurs efforts d'évolution et de s'employer à grandir en qualité, en capacité, en maturité, en expertise. Il y a 15 ans, dans un rapport rédigé à la demande du président de la République, j'indiquais que la base de la transformation de notre organisation des soins était de s'interroger sur la valeur ajoutée de chacun des acteurs de santé. Eh bien, je pense qu'au vu de la situation que nous traversons, la mise en œuvre d'un tel principe est plus nécessaire que jamais et plus facile aujourd'hui qu'hier. Parce que nous manquons de médecins, parce que nous connaissons une croissance majeure du nombre de personnes âgées en santé précaire, parce que nos finances sont exsangues, cette crise multifactorielle est une opportunité pour collectivement devenir responsables. 1, en acceptant de dépenser mieux et pas seulement plus. 2, en privilégiant les démarches efficientes et par là même accepter que d'autres professionnels en pleine autonomie réalisent des missions qui ont été hier les nôtres. 3, en privilégiant l'action locale et les projets territoriaux. Vous vous dites certainement que ce sont des vœux pieux. Vous vous interrogez si nous disposons des informations et des moyens de faire différemment. Mais bien sûr que nous le pouvons. Encore faut-il que nous le voulions. Il y a quelques jours, Madame la Ministre, je vous ai dit m'interroger quant aux raisons de cette frilosité, à aller plus loin sur la transformation des séjours hospitaliers avec hébergement en séjour avec HAD. En 2021, à cette même tribune, Olivier Véran lançait la feuille de route de l'HAD pour une durée de 5 ans. Un certain nombre des dispositions qu'elle contenait ont été mises en œuvre. Mais il est une action qui était pourtant essentielle et qui attend toujours sa concrétisation. Je veux parler de la mise en place conjointe par les établissements avec hébergement et les établissements d'HAD de leur territoire d'une évaluation au maximum dans les 48 heures après l'admission des patients pour favoriser le juste recours à l'hospitalisation à domicile. Malgré ma proposition d'inscrire cette mesure dans le PLFSS 2025, peut-être n'avait-elle pas sa place dans une loi, elle n'a pas été reprise. Je laisse chacun interpréter ce que je qualifie de refus de débat sur la pertinence de l'usage de l'hébergement hospitalier, auquel de toute façon nous n'échapperons pas au vu de l'état de nos finances. Je continue ma démonstration. Il y a quelques mois, l'ARS Normandie a diffusé auprès des directions d'hôpitaux de sa région une étude pour les sensibiliser au recours de l'HAD. Cette analyse fine montre que 8,7% des séjours hospitaliers et 15% des patients en hospitalisation complète pourraient bénéficier d'une HAD en lieu en place du séjour avec hébergement. Et ce chiffre ne tient pas compte des patients restant à l'hôpital et qui pourraient sortir sans HAD. Si on extrapole ce chiffre à la France entière, avec pour base de différentiel de coûts entre l'HAD, ce qui je sais est un petit peu sous-estimé aujourd'hui, 1 en HAD, 3,5 en MCO, ce sont plus de 2 milliards d'euros nets qui seraient économisés par ces transferts. Je rappelle que ce matin, sur les radios, le ministre de l'Économie et des Finances estimait, après le vote du PLFSS hier soir, à 24 milliards
le déficit de l'assurance maladie et les besoins de compensation par le budget de l'État à 4,5 milliards. Une paille. Mais ça tombe bien, nous proposons avec l'HAD de participer à réduire ce chiffre. Oui, Madame la Ministre, nous avons tous les outils à notre disposition pour mieux faire et économiser une part sensible du budget de l'assurance maladie. Et si mes exemples ne convainquent pas, écoutons les experts qui, avec l'intelligence artificielle, sont en situation d'exploiter les données médicales, de modéliser les situations cliniques et de déterminer l'orientation la plus judicieuse pour prendre en charge les patients au vu de leur état de santé et des symptômes qu'ils présentent. Si la situation de notre assurance maladie est si grave, pourquoi ne pas se saisir immédiatement de ces opportunités? Pourquoi être si pusillanime dans le plan efficience soumis aux fédérations et proposer seulement 20 millions d'économies sur le MCO par l'usage de l'HAD en 2026? Je me suis livré un petit calcul pour estimer combien cela ferait de malades en plus en HAD. Je vous livre le résultat. Cela ferait par ce biais de l'efficience 2000 patients de plus en HAD en 2026, France entière. Quand en 2024, de façon normale, sans processus proactif, la croissance a été de 17 000 patients et que nous atteindrons les 200 000 patients pris en charge en 2025. On nous dit qu'il faut passer de 6% des séjours éligibles à l'HAD à 9% en 2028. En plein marasme économique, alors que le déficit est de 24 milliards, on accepte benoîtement que 94% des patients qui ne devraient pas être à l'hôpital y restent et qu'ils soient encore 92% dans 3 ans. Vous comprenez mon ton un peu indigné en parlant devant vous. Certains d'entre vous penseront peut-être qu'en livrant ces chiffres et en dénonçant des pratiques qui ne devraient plus être, je fais le procès de l'hôpital public. Il n'en est rien. Et d'autant moins que cette analyse est également celle de directeurs et médecins hospitaliers publics qui ne se résolvent pas à l'inaction. Peut-être sommes-nous simplement davantage conscients qu'en laissant dériver le système hospitalier, nous entretenons sa fragilité, voire conduisons certains de nos hôpitaux à leur perte. Je vous ai habitué au fil des années à des discours percutants. Vous vous dites sans doute que cette année, pour ce dernier exercice, j'ai mis la barre très haut. Là n'est pas la raison, mais je ne me résous pas à la situation que connaît notre pays ces dernières années. Je suis malheureuse de voir des gens de qualité se succéder au ministère de la Santé, condamnés à l'impuissance face à un système qui confond compromis et démagogie et qui érige l'irresponsabilité en politique. J'en ai fini avec cette mise en perspective et vous me permettrez de revenir à l'HAD et à quelques actions marquantes de la FNEAD pour mieux infuser l'hospitalisation à domicile dans les projets et les pratiques. En premier lieu, j'ai plaisir à citer la charte signée avec les représentants des associations d'étudiants et internes en médecine, ANEMF, ISNAR et ISNI. Certains de leurs représentants sont ici présents. Leur motivation, l'intérêt qu'ils portent à l'HAD, la vision de l'apprentissage de leur métier est source d'optimisme. Et d'ores et déjà, je le dis, nous voulons procéder de façon identique avec les organisations d'étudiants en sciences infirmières, en kinésithérapie et en pharmacie. Parmi les projets aboutis, l'accord signé avec les syndicats d'infirmiers libéraux est fondamental. Et je remercie Daniel Guilherme et John Pinte qui, au nom de l'AFNI et du SNIL, ont apposé leur signature sur un accord cadre dont nous souhaitons qu'il soit adopté par tous les HAD et tous les professionnels infirmiers. Depuis 18 ans, nous avions des ébauches d'un document cadre, mais jamais nous n'avions signé officiellement un accord. Cette institutionnalisation de nos relations fait suite aux conventions cadres signées avec l'UNPS il y a quelques années et avec les 3 syndicats de masseurs kinésithérapeutes. Suivra, je l'espère, en 2026, un accord avec les syndicats de pharmaciens afin que soit mieux établie la place des officinaux dans le circuit du médicament en HAD et plus reconnus leurs services. Et je n'aurai garde d'oublier les fédérations des CPTS et des DAC avec qui nous voulons concrétiser par un partenariat en bonne et due forme les liens qui se nouent entre nous sur le terrain. 2025 nous a vu également rencontrer la présidente de la conférence des doyens de médecine, les conférences des DG de CHU et le président de CME des CH. Souhaitons que cela contribue à faire entendre dans le monde hospitalo-universitaire la petite musique de l'HAD. Vous le voyez, l'instabilité politique ne démotive pas les organisations professionnelles. Et je crois pouvoir même dire que ce climat renforce peut-être la volonté d'avancer ensemble dans la même direction.
En parallèle à ces actions d'ouverture vers notre environnement, malgré, je le disais, le contexte politique imprévisible, nous avons pu avancer sur des dossiers qui nous tenaient à cœur. Certes, nos demandes sont simples, déployables aisément et peu coûteuses, mais nous aurions pu être des victimes collatérales de l'enlisement des négociations sur le protocole pluriannuel. Les derniers textes nécessaires au déploiement de la chimiothérapie injectable en HAD, en lieu et place des HDJ, ont été signés en début d'année. Merci à Aurélien Rousseau d'avoir fait le premier pas en décembre 2023 par l'inscription de la mesure dans le PLFSS, et merci à Yannick Noder d'avoir permis l'opérationnalité de la démarche. Au-delà des aléas du déploiement de cette disposition et de sa compréhension par le monde hospitalier conventionnel, pour la première fois, une part des économies réalisées par la substitution de l'HDJ par une HAD est reversée à l'établissement adresseur. Ce sont les prémices d'un vrai changement conceptuel du financement des soins qui ainsi s'annoncent. 2025 a également vu naître les 15 premières équipes d'intervention rapide en soins palliatifs. Ce sont, à fin septembre, près de 2600 patients à qui a été évité un transfert vers les urgences hospitalières et qui ont pu décéder chez eux. Il est trop tôt pour en faire un bilan détaillé, mais nous nous appuierons sur l'expérience des pionniers pour aider au démarrage des 15 nouvelles équipes qui ont été sélectionnées par la DGOS. Et enfin, après avoir obtenu dans le nouveau droit des autorisations la reconnaissance des activités de rééducation, les présentations faites par la DGOS depuis plusieurs semaines semblent montrer, augurent d'une prise en compte dans nos tarifs des charges de ces situations complexes dès 2026, voire peut-être en partie dès 2025. Je suis sûre, Madame la Ministre, que vous nous en direz peut-être plus dans quelques instants. Je veux sincèrement remercier toutes celles et tous, à la FNEAD et à la DGOS, qui ont travaillé sur ce sujet. Le service rendu aux patients va être essentiel, et je pense notamment aux victimes d'accidents vasculaires avec séquelles neurologiques qui vont bénéficier d'une rééducation chez eux, ce qui facilitera très certainement leur réadaptation physique et leur reconstruction psychologique. Si certains chantiers sont clos, d'autres restent ouverts. Et il vous appartient, Madame la Ministre, chère Stéphanie, de donner l'impulsion politique nécessaire à leur aboutissement. Je pense bien sûr, comme tout le monde de la santé, à cette loi de programmation pluriannuelle dont on parle tant. Au vu de l'avis unanime fait quant à la nécessité d'une telle démarche, on peut légitimement espérer que les discussions s'engagent, au moins pour établir ce que pourrait être le cadrage, le périmètre et les parties prenantes d'un tel accord. Néanmoins, au regard de ce contexte politique instable et de l'ambition d'un document qui a vocation à embarquer de très nombreux acteurs de la santé, voire du médico-social, chacun a compris que la négociation et l'adoption d'une telle loi seront au programme du gouvernement du prochain quinquennat présidentiel. Après tout, cela fera un bon thème pour amener les futurs candidats à l'élection présidentielle à s'exprimer sur la santé, sujet singulièrement absent des dernières campagnes présidentielles. Par contre, Madame la Ministre, ce délai n'est pas tenable pour les 5 fédérations hospitalières qui attendent maintenant depuis 3 ans un texte qui fasse suite au protocole pluriannuel signé en février 2020, soit il y a bientôt 6 ans. Cela remet au goût du jour l'histoire de l'Arlésienne. Peut-être pouvons-nous être raisonnables dans notre ambition et nous fixer l'objectif de signer au printemps un document concis, avec des objectifs simples, clairs, établis dans un esprit gagnant-gagnant. Souhaitons que vous soyez la ministre qui non seulement reprendra les discussions et conduira les négociations, mais aussi qui apposera sa signature sur un tel accord. Si j'insiste à ce point sur ce protocole, c'est pour rappeler qu'en 2020 avait été entendue la demande de la FNEAD sur 2 dispositions essentielles pour les HAD et illustratives du soutien des autorités publiques. Un taux de croissance minimal des tarifs fixé à 1,5, soit le double de celui du MCO. Une disposition claire nous exonérant du coefficient prudentiel. Je cite la phrase du texte. « L'hospitalisation à domicile à qui ne s'applique pas d'hypothèse d'évolution restreinte des volumes n'est pas concernée par la révision des ressources en cas de surexécution. » En inscrivant cette mention noir sur blanc, on actait ce qui avait été une jurisprudence constante depuis l'institution du coefficient prudentiel en 2013. En dépit de cette phrase sans ambiguïté, en clôture de 2024, malgré mon intervention auprès de Catherine Vautrin, les HAD ont subi, comme le MCO, une retenue de 0,7% sur leurs tarifs. Je précise que cela représentait 13 millions d'euros sur 257 milliards et que 1 euro dépensé en HAD, c'est au moins 3 d'économiser en hospitalisation complète.
Vous savez, Madame la Ministre, que j'aurais voulu que soit acté dans le PLFSS ce principe, mais j'espère que vous inclurez cette exemption dans les décisions que vous prendrez prochainement, tant sur les tarifs que sur le coefficient prudentiel. Je parlais d'arlésienne pour ce protocole, mais l'histoire pourrait également être celle de la révision de la classification de l'HAD. Il a longtemps été envisagé une réforme de la tarification de notre activité. Le vote en 2024 du nouveau mode des établissements hospitaliers, établi sur 3 compartiments, activité, objectifs de santé publique et missions spécifiques, et les décrets qui en découlent, ont rendu obsolète cette demande. Par contre, je rappelle que le financement de l'HAD repose à 96% sur la tarification à l'activité. Je ne peux donc qu'inciter à manier prudemment nos modalités de financement. Pour autant, cela ne signifie pas ne rien faire, bien au contraire. Il nous faut en 2026 accélérer la discussion sur la révision de la classification des activités de l'HAD. Après une première simulation, il apparaît que la modélisation est au vu des résultats perfectibles. Pour cela, nous proposons de mobiliser des HAD volontaires, dotés d'outils solides en matière d'information médicale et de contrôle de gestion. Il est en outre impératif de profiter de la révision de la classification pour intégrer certaines prises en charge patients polypathologiques ou nouvellement engagés dans une démarche palliative. Il nous faut aussi réfléchir à l'avenir et anticiper le développement des soins hospitaliers à domicile, corollaire d'une politique du bien vieillir. Le nouveau modèle de tarification doit prendre en compte les atouts et les spécificités de l'HAD, le caractère disséminé des domiciles des patients, la vulnérabilité des malades pris en charge, leur situation sociale, le coût des médicaments et aussi tout le travail d'évaluation et de sécurisation de retour à domicile que nous faisons. Vous le constatez, les projets avancent et des réalisations concrètes, toujours plus nombreuses et innovantes, émergent. Merci aux délégués régionaux, aux administrateurs de la FNEAD et aux représentants du Conseil des métiers d'accompagner la mise en musique de ces initiatives. Merci à la délégation nationale d'explorer les idées parfois iconoclastes de leur présidente et de fournir un travail considérable pour une si petite équipe. Merci à vous, professionnels de l'HAD, d'avoir cette imagination, cette envie d'aller toujours plus loin et de vouloir faire encore mieux en pensant avant tout aux patients. Je le dis une fois encore, l'HAD, à l'heure où des économies sont désespérément recherchées, est une solution clé en main pour mieux utiliser les ressources dédiées globalement à l'hospitalisation. L'HAD est une chance, bien sûr pour les patients, mais aussi pour le pays. Je suis heureuse et fière d'avoir mis ma pierre à cet édifice depuis 40 ans au sein de l'HAD de Nantes et bientôt 20 ans à la présidence de la FNEAD. La FNEAD est le catalyseur de l'émergence d'une offre de soins moderne, plus centrée sur les patients qu'organisée autour des structures. Et je sais qu'elle gardera ce cap et cette ambition. Ainsi que je le disais lors des 50 ans de la FNEAD, le défi de l'HAD est bien de continuer à avancer sur 2 jambes, la modernité et l'humanité. Merci de votre attention. Stéphanie. Merci. Stéphanie.